Donc, bonjour, content de se retrouver pour ces rencontres, ce nouveau numéro des rencontres cinématographiques des rencontres de Cannes Cinéma. Ces rencontres de Cannes Cinéma ont commencé avec le confinement, donc à travers internet et en fait, on a décidé de les continuer à travers internet, toute l'année. Ça ne nous empêchera pas bien Mmh. sûr d'en faire des je dirais des réels avec, les gens dans la salle, puisqu'on en fait régulièrement aussi, à Cannes, pendant les rencontres cinématographiques de Cannes en particulier. Donc voilà, nous aurons l'occasion, d'en faire, mais nous continuons, nous trouvons que ce fonctionnement, est intéressant, et permet, des échanges tout à fait fructueux. Aujourd'hui, nous avons donc, Nadia Benrachid qui est monteuse, qui a monté pour, Abdelrahman, Sissako, pour, Kaouta Ben Ania, pour Yamina Bezzigui, donc voilà une monteuse, disons, déjà très qui a une belle carrière, derrière elle et qui aura une belle carrière devant elle aussi. Et donc, on va, commencer avec, un certain nombre de jeunes qu'on a aujourd'hui. Donc, de Unicité Toulon, Anaïs Gomez, Ignès et Anaïs Chaligné. Je donne les noms. En général, je donne que les prénoms, mais là, je suis obligé de donner les noms parce qu'il y a 2 Anaïs. Et puis, du BTS audiovisuel, montage, Sarah, Marion, Elliot. Et je remercie aussi, bien sûr, Grégory qui, assure la technique. Voilà. Donc, nous allons, démarrer. C'est généralement moi qui pose la première et la dernière question. Voilà, comment, alors question la plus bateau possible, comment êtes-vous devenue monteuse, Nadia? Alors moi, j'ai un parcours qui n'est pas très, enfin qui est un peu atypique, disons que j'ai commencé très jeune, il y a plus de 30 ans. Je voulais apprendre la réalisation et en faisant quelques stages sur des tournages, je me suis aperçue que ça me correspondait pas et que en fait, j'apprenais pas grand-chose. J'avais passé à l'époque le concours pour l'IDEC, qui est l'ancienne FEMIS, que j'ai raté de pas grand chose, mais enfin que j'ai raté. Et en attendant, donc je cherchais à faire des stages. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier stage au montage a été sur un film de Roman Polanski qui s'appelait Pirate et qui était tourné en Tunisie. Et nous étions en film en 35 mm, donc il y avait énormément de travail. C'est-à-dire que tout ce que fait la machine aujourd'hui, Avid ou Final Cut ou Premiere, je ne sais pas ce que vous utilisez, je le faisais à la main. Donc j'ai passé quand même une dizaine d'années assistante au montage avec un monteur fameux qui s'appelle Hervé Deluse. Et je suis ensuite passée, disons, chef monteur, comme on dit maintenant, au passage du virtuel, en fait, de la vide. Enfin bon, parce que c'est la vide qu'on utilise le plus en long métrage. Mmh. Et je voulais pas recommencer assistante sur Avid parce que j'avais quand même fait 10 ans d'assistante en film. Donc j'ai appris, je me suis mise à monter, je suis allée un petit peu au bluff pour dire la vérité, en disant que je savais me servir de la machine. Je faisais à l'époque des exercices de souris. Les ordinateurs étaient neufs et c'était nouveau pour nous. Et puis voilà, un film m'en a amené un autre, qui m'en a amené un autre. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que ce métier ça prend vraiment avec l'expérience. Que c'est l'expérience qui fait plus on a d'expérience, plus on va vous faire confiance, plus vous allez disons, pas refaire les mêmes erreurs, aller plus vite, enfin, réfléchir, c'est aussi un métier d'instinct. Moi, je pourrais pas vraiment dire pourquoi je mets ces deux plans à côté, mais la seule chose que je sais, c'est que ça marche et qu'il y a que ça, il y a que ces deux plans à côté qui marchent parce qu'on a beaucoup d'autres solutions, bien sûr, on les essaye, mais finalement, il y a que celle qui fonctionne. Donc, je pense que c'est quand même, enfin, moi, je marche beaucoup, enfin, je travaille beaucoup avec mon instinct, bon, évidemment aussi avec mes connaissances, mais disons que j'ai appris le métier en étant témoin dans une salle de montage, voilà. D'accord. Marion? C'est à Marion de poser la question là maintenant. Est-ce qu'elle m'entend, Marion? Et Marion Voilà. pour a vous, est-ce qu'il y a une réelle Alors là, on vous entend très mal, Marion. Allez-y.
Oui, peut-être c'est mieux comme ça. Et quelle est pour vous l'utilité d'une école de cinéma pour l'apprentissage du montage? Oui, 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 bien sûr. J'ai pas Quelle est très bien entendu la question, Quelle est le pour vous début l'utilité d'une école de cinéma, dit-elle, demande-t-elle, pour l'apprentissage, pour le le montage? montage. Oui, 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 je pense qu'une école de cinéma est très, très nécessaire. D'abord, vous apprenez le montage, mais j'imagine que vous apprenez aussi les autres métiers du cinéma. Et que moi j'avais choisi le montage pour apprendre la réalisation. Et en fait, on m'avait dit que le montage était la meilleure école pour apprendre la réalisation, qu'on récupérait tout le tournage et que on se rendait compte du travail vraiment de réalisation. Et ce qui, je pense, est complètement vrai aujourd'hui. Et une école, bon, je peux pas, malheureusement, je suis pas très bien placée pour vous dire à quoi elle sert, mais je pense qu'elle est quand même très très utile. D'abord pour vous former déjà en premier, et ensuite pour que vous puissiez ensuite travailler avec votre réseau, c'est-à-dire que certains vont faire le son, les autres l'image, les autres la réalisation, les autres le montage, et finalement vous allez commencer avec votre petit groupe d'école ou enfin de camarades, de partenaires. Et je pense que c'est un bon début. Enfin, je pense que c'est très utile, oui, bien sûr. Elliot? Comment définiriez-vous votre métier et est-ce que vous vous considérez plus comme une technicienne ou une artiste? Alors, je ne me considère ni comme une technicienne et ni comme une artiste. Je me considère comme en fait la personne qui aide le réalisateur ou la réalisatrice à faire la deuxième écriture de son film en collaboration avec moi. Euh, et disons que c'est au montage qu'on fait passer le temps. On a qu'on trouve le rythme, qu'on trouve l'histoire, que à travers les rushs qui sont différentes du scénario, très souvent, on doit tout réécrire. Et c'est cette collaboration là qui est pour moi le montage. Et C'est Anaïs Gomez. Pardon. Vous voulez rajouter quelque ouais, chose, disons que c'est le montage, c'est j'aide le réalisateur ou la réalisatrice à construire dans un principe harmonieux le film qui est là en fait parce qu'il a été qui est là? tourné, donc Ouais, maintenant il faut qu'on voilà, il faut qu'on fasse avec. d'accord. C'est Anaïs Gomez qui doit poser la question maintenant. Bonjour. Anaïs, vous aviez. Bonjour. Du coup, je voulais vous demander, le montage est une activité essentiellement féminine encore aujourd'hui. Pourquoi, à vie? Bah, c'est vrai que c'était, enfin, j'ai vu que ça avait beaucoup changé. Mais moi, au début, quand j'ai commencé le montage, je l'ai commencé un peu pour cette raison aussi, parce que c'était un métier de femme et on disait que les femmes, elles allaient pas trop bouger sur les tournages et se déplacer. C'est-à-dire qu'on peut très bien concilier quand même, malgré nos emplois du temps un peu compliqués, une vie de maman et une vie de monteuse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle au départ, c'était un métier de femme, parce que les femmes, elles n'allaient pas sur les tournages ou en déplacement ou trucs comme ça. Enfin, moi, c'est l'explication qu'on m'avait dit. Mais je vois de plus en plus d'hommes au montage. Il y a des fois, je me retrouve qu'avec des hommes. Donc, je pense que ça a énormément changé. Là, je suis surprise de voir qu'il n'y a que Elliot parmi nous comme garçon qui apprend le montage, mais il y a beaucoup de monteurs. D'accord. Je voulais savoir Allez-y. avez-vous vécu le passage du montage en pellicule au montage en numérique avec Avid? Ben, c'est vrai que c'était très très nouveau. Ça a été un peu brutal en fait, parce que vraiment dès que le numérique est arrivé, il y avait plus que ça. Les laboratoires ont disparu, les films montés avec le scotch et tout ça, ça faisait ringard. Donc en fait, ça a été très vite mis de côté.
C'est vrai que bon, j'ai pas la nostalgie hein, de la pellicule, mais il y avait un truc très joli quand même d'avoir la pellicule, les images dans la main, de voir le film défiler. Bon, ça c'était quand même un peu artisanal et assez qui dégageait de l'émotion, disons. Euh, je vous dis, je l'ai vécu assez facilement parce que ça a été aussi pour moi le cap de passer monteuse. Donc en fait, ça a été deux en un, quoi. Et en fait, j'évite tout ce qui est assistant sur avis, enfin en numérique, et j'essaye de garder la place de l'assistant parce que c'est ça aussi, c'est que les assistants disparaissent. Et malgré tout, je pense que d'apprendre, d'être témoin d'un montage, c'est énorme comme apprentissage. Et ça disparaît de plus en plus par souci d'économie ou enfin on n'est plus que deux dans une salle de montage alors que à l'époque on pouvait être huit ou des choses comme ça. Anaïs Gomez. Avec le nombre de prises très importantes que permet le numérique, le montage n'est-il pas devenu un peu chronophage? Et est-ce que le temps de dérochage n'est pas plus important que la phase où on devient créatif? En fait, vous avez tout à fait raison. En tout cas, de parler du dérochage, parce que le dérochage, qu'il soit énorme ou pas, est vraiment, pour moi, la phase la plus importante du montage. C'est-à-dire qu'on doit vraiment tout dérocher à vitesse normale pour se rendre compte de l'essence qui va se tirer de ce film. Et en fait, on le voit au stade de dérochage. Et c'est vraiment pas un temps perdu parce que c'est un gain de temps après énorme déjà de connaître toutes les rushs par cœur et enfin par cœur, de les avoir toutes vues et déjà là de faire déjà une sélection et de savoir que ça c'est un petit trésor qu'il faudra jamais échapper. On a vu ça. Je veux dire le dérochage bien sûr quand il est important, ben c'est juste que c'est du temps plus long au montage. Mais je pense pas que ce soit un principe que c'est pas bien ou choses comme ça. Après, c'est chaque réalisateur ou chaque réalisatrice, sa manière de travailler, s'ils ont besoin de faire juste de prises ou d'en faire 25. Mais c'est juste que celui qui va en faire 25, ben, il peut doubler notre temps en montage parce qu'on va regarder les 25 ou enfin ou les quelques-unes qu'il aura sélectionnées. Ça mettra plus de temps. En fait, la quantité de rush, euh, c'est pas spécialement une mauvaise chose, mais c'est juste que c'est doubler, tripler le temps de montage, quoi. Euh, Ignès. Alors, bonjour. Euh, Quelles sont les principales difficultés du montage et quelles sont les qualités essentielles que doit posséder une monteuse? Très vite. Alors, je vais commencer par les qualités. Euh, bon, les qualités, ce serait pas trop à moi de juger, mais je pense que la première chose, c'est déjà d'être très patient. Le réalisateur ou la réalisatrice arrive après des années d'écriture de scénarios, recherche de financement, de tournage. Donc, ils arrivent en général en montage, ils sont déjà épuisés. Et c'est la dernière phase de travail. Et puis, il y a les réalisateurs qui adorent le montage et donc qui sont là très, très souvent, qui travaillent vraiment, on travaille vraiment ensemble. Et il y en a d'autres qui supportent pas en fait le montage, qui sont impatients et qui sont là, mais d'une autre manière. Disons qu'ils viennent pas toute la journée ou qui viennent un peu ou qui jugent qu'ils n'ont pas besoin vraiment d'être là. Et puis ça dépend d'eux aussi s'ils sont contents de leur tournage ou pas. Euh, mais on doit quand même, on a quand même un travail d'accompagnement, de les rassurer, d'essayer des choses, de leur montrer que leur film est réussi. Enfin, je veux dire, ils ont toujours besoin d'être rassurés. Et donc, on a quand même un travail un peu, je dirais pas d'infirmière, mais ça pourrait ressembler un peu à ça quand même. Enfin, je veux dire, on doit les suivre et les rassurer. Voilà. Je pense que la principale qualité, c'est de pouvoir les rassurer. Et les principales difficultés, bon, on en verra peut-être après dans les autres questions.
Les principales difficultés, ça peut être qu'on les arrive en montage et ils pensent qu'ils ont fini leur tournage, mais malheureusement, il y a quelques impasses et il y a des plans qui manquent, ou des scènes qui manquent, ou des informations qui manquent. Donc, il y a toujours des solutions. Je veux dire, des fois, ça peut être une voix off, des fois, ça peut être on rajoute des infos qui nous manquent par la radio. Des fois, finalement, on va tourner les plans qui manquent. Je veux dire, c'est très souvent qu'au montage, il y a quand même quelques pièces manquantes et il faut les trouver au montage. En fait, il faut, en fonction des films, voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Ça, c'est une difficulté parce qu'ils hésitent, ils savent pas s'il faut qu'ils fassent ça ou ça. L'autre difficulté, c'est aussi après le tout premier montage qu'on appelle un ours ou un bout à bout, ou enfin souvent on va en projection ou enfin on regarde ce bout à bout et là vraiment les réalisateurs en général ils prennent comme une gifle et là c'est très difficile parce que ils voient vraiment leur film se faire et c'est concret. Et des fois, ils ont du mal à lâcher certaines scènes qui ne sont pas utiles parce qu'ils ont mis un temps fou à la tourner, mais qui sert à rien dans le film ou qui ne marche pas. Et ça, c'est difficile en fait. C'est difficile à essayer de les convaincre que c'est ça qui va pas. Voilà, c'est des obstacles comme ça où on peut se retrouver devant certaines difficultés par rapport au récit et à ce qu'on a raconté, enfin à ce qu'ils ont à raconter. Parfait. Admirez-vous le travail d'autres monteuses? Lesquelles et sur quels films? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup. Bon, d'abord, j'admire beaucoup le travail de Hervé, qui a été bien qu'il ait été mon maître, il a monté des films formidables. Euh, j'ai beaucoup apprécié le travail d'un film qui s'appelait Party Girl. Je me souviens plus le nom du monteur, mais j'ai été très fascinée par le montage de ce film qui a dû être très compliqué. Beaucoup plus vieux en film. J'avais beaucoup d'admiration pour un monteur américain qui s'appelle Sam Austin et qui a monté Le Lauréat, qui a été pour moi ce qui m'a fait aimer le montage en fait, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des trouvailles, des choses extraordinaires et qui viennent vraiment du montage pour le rythme du film. Voilà, c'est les trois noms qui me viennent à l'esprit comme ça. Ensuite, c'est Anaïs Chaligné. C'est une question qui va suivre un peu celle-là d'ailleurs. Anaïs. Elle a un problème, excusez-moi, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a un problème de connexion. Ouais, ça marche pas du tout. Qui donc? Anaïs? Anaïs Chaligny. Anaïs Chaligné aussi, elle a pas de. Bah alors on perd on perd tout le monde au fur et à mesure là. Bon, bah alors, est-ce que quelqu'un peut poser la question à sa place? Oui, je vais m'en occuper. Euh, Lorsque vous allez voir un film, je veux juste donner une information. C'est un monteur de Party Girl. Il s'appelle Oui, c'est un Frédéric monteur. Baylarich. Voilà, c'est ça. Baylarich. Voilà. Oui, c'est C'est ça. juste pour l'information. Voilà. Oui, oui. Donc Allez-y, c'est posez la deux question. parcours, hein, monteur. Ouais. alors Quand lorsque même, genre. vous allez voir un film, pardon, excusez-moi. Lorsque vous allez voir un film, avez-vous tendance à analyser son montage? Non. Moi, je me dis que les montages qui sont réussis, c'est les montages qu'on voit pas. Parce que si on commence à parler des montages en sortant d'un film, je me dis, ouh là là, c'est raté. En fait, on ne doit pas le voir, le montage. Vraiment, un montage réussi, c'est un montage qu'on voit pas, dont on ne parle pas, on est complètement dans l'ombre. Et si on commence à dire, oh, j'ai adoré le montage, ou bien oh, le montage, ça va pas. Bon, après, c'est vrai, il y a des films qui me paraissent très longs. Je me dis, oh là là, j'aurais bien coupé, c'est trop long, voilà, mais ça, c'est des rythmes de films qui m'énervent ou que bon, enfin, que je trouve très très long. Mais sinon, non, je pars jamais dans l'idée de regarder le montage. Mais je peux, à la fin d'un film, me dire, oh là là, c'était vraiment bien monté, bien sûr, je peux me faire cette réflexion-là.
D'accord. Elliot, toujours? Alors encore moi, lorsque vous découvrez le scénario, est-ce que vous en discutez avec le metteur en scène, sur la réalisation de certaines séquences, en vue, du montage? Alors ça dépend. Ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs ou réalisatrices qui me demandent de lire le scénario, d'en discuter avec eux. Bon, j'interviens jamais au tournage, hein. J'ai jamais intervenu au tournage et j'évite même d'aller sur les tournages en fait, parce que je préfère garder un œil frais et d'avoir les rushs. Même bon, ça m'arrive de commencer pendant le tournage, mais je reçois les rushs et je participe pas du tout au tournage et c'est très rare. Mais même le scénario, j'aime pas trop le lire en fait. Je préfère recevoir les rushs et puis me faire ma propre idée de l'histoire, enfin de faire comme des pièces de puzzle qui vont se, et puis de toute façon il y a des numéros et tout ça, mais disons de faire ma propre idée, de découvrir le film, disons au rush plutôt qu'en scénario. Parfait. Mais bon, Ouais. je pense que c'est personnel, qu'il y a des gens qui communiquent, enfin qui arrivent bien à voir sur l'écrit. Moi, c'est vrai que l'image me parle beaucoup. Euh, Et à l'écrit, il y a toujours il y aura toujours des changements entre le moment où c'est écrit et le moment où c'est tourné. Donc en fait, j'évite. Mais bon, bien sûr qu'on me demande de lire les scénarios avant de démarrer, en tout cas. Ouais. Le montage n'est-ce pas avant tout un travail de choix? Et de choix Euh, subjectif, je dirais aussi quelque part. oui et non, moi je dirais. Alors D'accord. oui, bien sûr, parce que on est amené à faire des choix sur la quantité de rush qu'on reçoit et de choisir ce qui va servir au récit et ce qui a été le mieux tourné. Enfin, il y a beaucoup de conditions de choix. Mais non, aussi parce que des fois, on est quand même on est obligé de choisir, enfin, on est obligé de ne pas choisir justement parce que c'est ce qui va servir, même si on n'est pas content. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. C'est obligatoire d'utiliser tel ou tel plan, par exemple. Ouais, par exemple, ça m'est arrivé sur des films, il y avait des réalisateurs qui ne supportaient pas leur plan parce qu'ils trouvaient qu'ils l'avaient raté ou que ça marchait pas, et qu'on était obligé de mettre dans le film parce que sans ce plan, on comprenait rien. Ben, à chaque fois qu'on regardait le film, ils disaient comme ça, ils voulaient pas voir le plan. Mais donc là, bon, on choisit. Mais bon, ça fait aussi partie des choix. Donc, Mm. je sais pas trop quoi répondre en fait à la question. Si je dois répondre Non, par un oui ou par un non, je sais pas. Voilà. non, 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 mais là, vaut mieux l'argumenter comme vous l'avez fait, là, c'est bien. Sarah? Alors, vous avez déjà commencé à y répondre, mais est-ce qu'il vous arrive de commencer le montage, alors que le tournage, n'est pas encore terminé? Ou alors est-ce que vous attendez d'avoir tous les rushs et donc d'avoir une vision globale de ce que sera le film à l'image? En fait, ça dépend beaucoup des productions, dépend beaucoup des gens, des films, de leur. Alors, il y a des films où je commence pendant le tournage, et comme ça, à la fin du tournage, il a un bout à bout qui est fait, qui va être complètement démoli, mais au moins, on démarre pas des rushs pour le montage. On démarre de ce bout à bout. Il y a des films où je démarre quand le film a été fini d'être tourné, donc après le tournage. Et aussi, il y a des films, surtout documentaires, qui s'écrivent pendant le tournage, pendant le montage. C'est-à-dire elle commence à tourner un petit peu, et puis on monte, et puis ça lui donne l'idée de la suite ou d'un autre thème. Et c'est des films qui durent, qui peuvent. Là, par exemple, je suis sur un documentaire depuis 2015. Mais évidemment, j'ai pas travaillé tous les jours depuis 2015, mais j'ai dû travailler 7 semaines depuis 2015. Mais sur ce film-là, parce que c'est un film qui ne peut se faire que sur la longueur, sur la réflexion de la réalisatrice, sur ses voyages, enfin, qui conditionne énormément de choses. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment une méthode, en fait.
Je pense que c'est chacun comme il peut, comme il sent, comme la production accepte. Il y a des réalisateurs qui aimeraient avoir leur monteur avec eux tout le temps, mais bon, ils peuvent pas, quoi. Inès? Oui. Du coup, comment vous organisez-vous dans votre travail? C'est une question un peu bateau, mais au niveau de l'organisation. Alors au niveau de l'organisation, oui. Bon, c'est toujours pareil, ça dépend s'il s'agit d'un film de fiction ou de documentaire. Mais bon, en général, il y a quand même un assistant qui rentre les rushs. Enfin, je sais pas si c'est ça, c'est la méthode de travail, c'est Oui, ça c'est que ça la vous méthode, avez. oui, oui, oui. Tout à fait. Donc dans les grandes lignes de la méthode, hein, c'est bon, ben on rentre les rushs, un assistant rentre les rushs dans la machine, les synchronise, les range par date de tournage, puis par scène. Ça c'est pour la fiction. Si c'est pour le documentaire, on va rentrer le film par date de tournage, qui va rester vraiment la référence parce que c'est en général c'est dans tous les sens. Et ensuite, c'est à moi de mettre les choses. Bah, je prépare des chutiers où je mets bah, toutes les scènes qui concernent le comédien, par exemple, toutes les scènes qui sont filmées dans la ferme. Comme ça, quand j'aurai besoin de la ferme, j'irai voir qu'est-ce qui a été tourné dans la ferme. Enfin, je veux dire, ça peut être par lieu, par personnage, par thème, évidemment dans l'ordre du scénario, mais après, nous, on fait en fonction de ce dont on aura besoin. Les plans extérieurs, par exemple, je sais pas, souvent ils tournent des plans de la ville ou des rues ou enfin de la campagne, enfin des plans extérieurs. Ben, on les met tous ensemble et puis au moment où on en a besoin, on voit lequel collera le mieux à cet endroit-là ou des choses comme ça. D'accord. Anaïs Gomez. Alors, globalement, j'ai déjà répondu à la question, mais Oui, vous avez... quel est votre rapport au... Ouais, vous accompagne-t-il tous les jours ou vous laisse-t-il libre de faire plusieurs propositions ou de suivre exactement le scénario, le storyboard, justement? En fait, c'est très différent. Chaque réalisateur a sa méthode. Il y a des réalisateurs qui tournent pile poil leur scénario, donc on bouge pas une phrase. Il y en a d'autres qui tournent presque sans scénario ou très peu avec des intentions. Il y en a qui viennent au montage très souvent, d'autres qui viennent pas. Moi, j'ai pas vu de règle par rapport à ça et c'est en fonction de chacun. Sarah? Oui. Comment expliquez-vous les intentions parfois très différentes entre ce que le réalisateur Non, voulait au scénario les et au différences sont tournage? importantes. Oui, les différences Les très importantes différences, pas les entre intentions. Ouais. oui, les différences dans les intentions. Mhm. Ce que le réalisateur voulait au scénario et au tournage et le résultat final au montage. Bah, bon, en général, il le sait ou elle le sait. Souvent, ça peut être des différences qui sont positives. Enfin, je veux dire, ça s'est amélioré en fonction du tournage. Euh, c'est sûr qu'il y a des énormes différences entre le moment où ils ont écrit leur scénario, le moment où ils ont tourné et le moment où ça arrive au montage, ça a évolué. Mais certains, non. Certains, c'est vraiment à la lettre. Et le film correspond complètement à leur scénario. Il n'y a pas un mot enfin un mot qui a bougé ou deux. Et c'est la vision de chacun et enfin la manière dont ils ont de réaliser en fait qui. Mhm. Je sais pas si j'ai bien compris. Elliot, non, si, oui, non, mais Elliot va poser, c'est un peu une question encore complémentaire à tout cela. Vous avez plus ou moins Ouais. répondu déjà un peu à ces questions, mais bon, voilà. Ah oui, vous Donc l'avez Elliot, abordé tout à l'heure. oui, Vous l'avez un peu oui. abordé tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez souvent une réelle différence entre un premier montage, enfin un ours, et du coup un montage terminé? Est-ce que souvent ça a des grandes variations? Oui, oui, il n'y a aucune comparaison. C'est énorme la différence. Euh, Parce que un ours, bon, on met tout en général dedans, tout ce qui a été tourné.
Ensuite, ça fait énormément réfléchir le réalisateur sur son intention vraiment, sur quoi il doit insister. Peut-être qu'il a tourné trop de choses, peut-être qu'il en a pas tourné assez, peut-être qu'on insiste trop sur tel personnage alors que c'est l'autre personnage qui doit être important. Donc à la fin, le montage, il a énormément changé, il a pris une direction. Disons que l'ours, c'est vraiment, enfin le premier montage, c'est vraiment un brouillon où il y a tout. Et puis on va de plus en plus en respectant la durée finale, qui peut être un peu peut-être contraignante parfois ou pas. Euh, et on va de plus en plus vers le film en fait, parce que le bout à bout n'est pas absolument pas le film. Enfin, bien sûr qu'il est le film, mais disons euh, pas joli quoi. Sarah, Oui. Vous avez donc débuté votre carrière dans la fiction avec Abderrahmane Sissako. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec lui, qui vous a valu donc pour La vie sur Terre et un César pour Timbuktu? Et aussi notre question, comment est-ce que vous avez travaillé sur Timbuktu justement et imaginé la séquence du match sans ballon? Alors déjà avec Abderrahmane Sissako, c'est une rencontre qui s'est faite. C'est la première fois que j'ai monté un film après avoir passé 10 ans assistante. On était encore en 35 mm et j'ai monté un court métrage qu'il a fait qui s'appelait Sabria. Donc là, on était encore en 35. Lui avait tourné en Tunisie. Enfin, on s'est retrouvés par ce biais-là. Ensuite, il a fait La vie sur Terre. Et bon, j'ai monté tous ses films après, sauf un documentaire qu'il a tourné. Et la collaboration s'est très très bien faite et j'ai appris beaucoup d'Abderrahmane parce que Abderrahmane a fait cette école en Russie où il a appris tous les métiers du cinéma et donc et surtout il travaille sans scénario, enfin ou très peu de scénario, c'est vraiment des intentions et donc la construction du film se fait vraiment au montage et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le montage et donc on travaille très très bien ensemble. J'espère que ça continuera encore et encore. Et Timbuktu, moi j'ai senti, parce que j'ai travaillé sur les rushs pendant qu'ils étaient encore à Timbuktu pour tourner. Donc j'ai commencé pendant le tournage. Et vraiment, au fur et à mesure que je recevais les rushs, je me disais que c'était son meilleur film jusqu'à présent. Je sentais vraiment en fait, avec Abderrahmane, on sent une évolution film après film et c'est comme quelqu'un qui grandit et qui nous fait grandir avec lui professionnellement. Et pour la séquence du foot sans ballon, j'ai reçu les rushs, j'ai regardé, j'ai dit oh là là, ça c'est du foot. Bon, on verra bien plus tard. Ça va servir de transition. J'ai pas vu qu'il y avait pas de ballon. Donc j'ai mis un peu de côté parce que j'avais eu beaucoup de rushs et qu'il avait tourné avec 2 caméras systématiquement. Donc en disant bon, j'irai piquer des plans si j'ai besoin d'une transition, truc comme ça. Et puis un beau jour, je me suis dit, je vais quand même regarder les rushs et c'est là que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de ballon et que c'était extraordinaire. Et nous avons beaucoup travaillé avec le musicien pour cette séquence, qui nous a remplacé le ballon par sa musique en fait. Et on l'a monté comme une chorégraphie un peu. Et on a eu besoin de musique évidemment et la collaboration avec le musicien pour cette séquence et pour tout le film a été très importante. Donc souvent la musique et le montage aussi c'est quelque chose qui va ensemble. Pas toujours parce on qu'il y a aura des une question. films. Ouais. Ah, ok. On a une question dessus tout à l'heure après. Je m'emballe. Je crois qu'il y a je sais plus qui, c'est Sarah qui doit vous poser cette question. Moi, je vais D'accord. vous en poser une aussi. Vous avez déjà plus ou moins répondu, mais si vous pouvez préciser un certain nombre de choses. Vous avez une longue carrière de monteuse de documentaires aussi. Est-ce que Oui. l'appréhension du montage se fait de la même manière et le rapport avec le réalisateur est-il la même que pour la fiction, le même que pour la Non, fiction? Vous y avez un peu répondu, mais si vous pouvez préciser un ouais. certain nombre de Non, choses. c'est très différent le montage du documentaire et de la fiction. D'abord, le montage du documentaire, c'est très fatigant. C'est vraiment épuisant parce que enfin vraiment on a beaucoup de choses à faire. Au niveau de l'écriture, il n'y a pas de scénario. Enfin, il y a pas en général il y a pas de scénario. Enfin, on ne suit pas un scénario pour un documentaire. Enfin, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Euh,
Et quand je monte une fiction, pour moi, c'est les vacances. Parce que il y a, mais vraiment, hein, j'ai un sentiment enfin, d'y aller vraiment tranquillement, d'essayer des choses, bien sûr. Je dis pas que c'est pas fatigant aussi, mais c'est pas du tout fatigant mentalement. Mais le documentaire, oui, c'est une grosse prise de tête. C'est super pour un monteur mais il y a trop de nœuds, c'est tout emmêlé. Il y a énormément de travail en documentaire, beaucoup plus qu'en fiction. Et pourtant, j'en ai monté des beaux, des gros. Je suis très contente. Mais c'est vrai que j'appréhende souvent les montages des documentaires parce que ça m'épuise en fait. Oh, je comprends. Voilà. Euh, Mais ça quand même. Marion, oui. Marion, toujours pas? Je, non, on vous entend pas. Mais le problème, c'est qu'on L'important, l'entend c'est que pas. vous nous entendiez. Donc, bah, je suis désolé, Marion, hein, je pose la question. Ou quelqu'un d'autre peut la poser, hein, mais bon, lors du montage, est-ce que alors on reprend la fiction là, faites-vous attention de ne pas favoriser tel ou tel acteur ou actrice lorsqu'il y a Oui, oui, je vois deux, bien. Je vois voilà, bien. ouais. Je vois bien. Quand même, en général, on a beaucoup de travail au niveau des acteurs, hein, et des actrices, c'est-à-dire qu'on les arrange au montage. On choisit quand même le meilleur de ce qu'ils ont pu donner. Donc, après avoir raconté l'histoire, on passe quand même beaucoup de temps sur le jeu des acteurs et des actrices pour que tout ce qu'ils ont un peu raté ou qu'ils ont été maladroits, enfin, on essaye de donner le meilleur qu'ils ont donné. Voilà. Elliot. Le tournage en multicaméra que vous évoquiez un peu plus tôt, par rapport à cette séquence de ballon d'ailleurs, est-ce qu'il complique votre travail ou pas? En fait, c'était pas seulement pour la séquence du ballon, mais Abderrahmane Sissako, il tourne souvent avec plusieurs, enfin pas La vie sur Terre, mais disons Bamako a été tourné à 4 caméras. Timbuktu a été tourné à 2 ou 3 caméras. Donc en fait, c'est doublé, triplé, quadruplé les rushs. Donc en général, je les mets une sur l'autre, disons, sur la timeline. Comme ça, je sais exactement à quel moment. Moi, les assistants, il y avait un assistant à l'époque qui me disait, je comprends pas pourquoi tu mets une sur l'autre, mais moi, ça me facilitait visuellement, ça me facilitait de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'il y avait sur la deuxième ou la troisième ou la quatrième caméra. Donc en fait, c'est plutôt une question de méthode. Bon, à part le temps qu'on me passe à dérocher, plus de temps, une question de méthode, mais c'est quand même un grand luxe et une grande souplesse, et on a vraiment le choix et c'est très riche en fait quand on tourne à plusieurs caméras. Mais ça, évidemment, ça complique un peu. C'est pas que ça complique, mais ça donne plus de travail, quoi, au montage. Mais c'est pas plus compliqué, disons. Marion, toujours absente malheureusement, je pense, non, toujours? Bon, l'important c'est qu'elle ait pu écouter vos réponses, c'est ça qui est au moins intéressant. Donc, alors, vous aviez un peu répondu tout à l'heure, enfin vous en avez parlé. Quand il vous arrive toujours, enfin souvent, de vous rendre compte qu'il peut manquer un plan pour qu'une séquence tienne debout. Et donc vous disiez que faire alors? Il y a plusieurs solutions, quoi. Mais là, par exemple, le dernier long métrage que j'ai monté, il n'y avait aucun plan d'extérieur. On savait pas où est-ce qu'on était, dans quelle ville, ni si on était dans un théâtre, si on était, enfin, on n'était jamais dans la rue en fait. Toutes les scènes avaient été tournées d'intérieur en intérieur, on passait d'intérieur en intérieur, elles étaient super réussies, mais on n'avait jamais de déplacement ou de vue extérieure de là où on était. Donc à un moment donné, bon moi je l'ai vu assez vite, j'étais assez surprise, mais je me suis dit peut-être que c'est une intention. Enfin, je veux dire, je peux pas décider à la place de quelqu'un s'il a oublié ou pas. Il faut que ça vienne de lui. Donc, en fait, je pensais que c'était une intention de n'être que en intérieur. Mais finalement, une semaine avant la fin du montage, une petite équipe est allée tourner des plans d'extérieur. Et en fait, ce que j'avais ressenti
monté les rushs, 6 mois plus tard, est revenu et c'était concret. Il fallait aller tourner ces plans-là. Pour Timbuktu, pareil. Si vous voulez, il a tourné partout sauf à Timbuktu en fait, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans Timbuktu qui était occupé. Mais à un moment où il a pu rentrer, il est retourné là-bas et il a tourné quelques plans de Timbuktu pour de vrai, la mosquée, les choses comme ça, qu'on soit vraiment à Timbuktu. Euh, donc c'est très souvent que pendant le montage, bon c'est souvent ça les choses qui manquent, hein, c'est pas des plans de comédie ou des choses comme ça, mais c'est souvent des choses qui font des liens ou des respirations. Des choses comme ça qui vont tourner pendant le montage. C'est pas des scènes entières. Enfin, ça peut arriver, mais c'est rare. Merci. Elliot? Je vais vous demander, est-ce que vous êtes toujours attentive aux règles de base du montage, enfin de la grammaire du montage quand vous faites un film? Alors, c'est quoi la grammaire? Cette grammaire Euh, cinématographique où on impose un certain nombre de... Non, vas-y, Elliot. oui, je définirais ouais, ça comme, par exemple, quand on fait un chant contre chant, les règles qu'on va poser, est-ce que c'est des choses que vous gardez toujours en tête, que vous compulsez en fait quand vous Disons, faites un montage ou... disons que c'est des choses qui marchent, évidemment, quand on fait des chants contre chants, des choses comme ça. Après, ça peut m'arriver de faire des petites exceptions d'instinct, de pas les respecter et de voir qu'elles marchent. Donc, je les utilise. Disons que en fait, j'ai pas de règles parce que j'ai pas appris ces choses-là. Et donc, ça reste l'instinct et de voir que ces deux plans, ils marchent ensemble. Pourquoi, comment, je sais pas. D'accord. D'accord. Mais bon, il Sarah? faut surtout pas Oui, que ce soit oui. il faut pas que ce Dites-moi. soit contre-productif, ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que si on apprend des choses à l'école, c'est que ça reste des bases. C'est pas parce que je les ai pas appris qu'elles sont pas utiles. C'est ça que je veux dire. C'est que il faut que tout ce qu'on apprend, tout ce que vous allez pouvoir apprendre à l'école va être constructif et peut-être que vous allez pas vous en servir aujourd'hui, mais vous allez peut-être vous en rappeler dans 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est le métier de monteur comme les autres métiers du cinéma. Je pense que c'est quand même un métier qui se fait sur la durée. Donc tout ce qu'on apprend est bon à apprendre. J'en apprends toujours. Chaque film, j'ai l'impression de retourner à l'école parce que c'est un nouveau film, c'est une nouvelle expérience. J'y vais toujours avec le trac en me disant oh mon Dieu comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver? Quand je vois des tonnes de rush, on me dit j'ai tourné 300 heures, 200, je me dis oh là là mais comment je vais sur chaque film, je me demande si je vais arriver à le faire. Et j'ai toujours ça. Sarah? Alors, on revient au sujet de tout à l'heure. Quel est votre rapport à la musique? Et aussi, je voulais vous demander si vous étiez attentive au travail de montage sonore et de mixage qui viendra après votre montage. Alors la musique beaucoup en fait parce que bon j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des films où il y avait quand même la musique était très présente. Donc soit c'est avec le compositeur et à ce moment-là le compositeur commence pendant le montage donc on peut travailler en parallèle. Il a des fois besoin qu'on lui rallonge un plan parce que son envolée de violon marchera mieux si le plan est un peu plus long ou bien on va prendre des musiques existantes dans des disques pour nous aider à rythmer une scène. Souvent, même j'utilise de la musique alors que je sais qu'il n'y en aura pas sur la scène, mais qui m'aide pour le rythme. Puis après, je l'enlève. La musique, c'est vraiment complémentaire pour moi pour le montage. Bon, bien sûr, il y a des films sans musique du tout, mais moi, ça m'est rarement arrivé de monter des films sans musique, enfin, qu'il n'y en ait pas du tout, quoi. Il peut y en avoir plus ou moins, mais et autre question, ensuite, oui, le montage son, Si bon, vous en étiez général, il y a un monteur son hein, qui est là, bon, qui peut déjà nous donner des choses pendant le montage image, parce que des fois, on peut avoir des projections et ça peut aider quand même d'avoir, je sais pas, la sonnette, le coup de le bruit du téléphone, enfin des choses, des sons qui se rajoutent comme ça, qui n'ont pas été tournés, donc avec lesquels je monte. Et ensuite, oui, je suis bon
pas trop le montage son, disons à la fin du montage son, mais pas pendant que le monteur travaille. Et au mixage, oui, je suis présente, pas pareil, pas tout le temps, mais à la fin, pour en fait, un peu comme la gardienne de l'image, quoi. Validé. Oui, enfin, pour être sûr Ouais. que du coup, le son n'a pas bouffé un peu trop sur le récit ou enfin l'intention de départ d'une scène ou des choses comme ça, quoi. Que ça aille vraiment ensemble. D'accord. Écoutez, on arrive à la fin de l'entretien. Généralement, on pose les 2 dernières questions à tout le monde, donc à tous les métiers du cinéma. Avez-vous un rapport cinématographique ou cinéphilique particulier à la ville de Cannes, avec la ville de Cannes? Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, la ville de Cannes, c'est le cinéma. J'avais jamais été au Festival de Cannes jusqu'au jour où j'ai eu un film en sélectionné. Je m'étais dit que j'irais jamais avant qu'il y ait un film que j'ai monté qui y soit. Il y a une espèce de fétichisme un peu avec Cannes et le cinéma. Enfin, pour moi, en tout cas, le festival de Cannes, pour moi, ça reste des moments magiques. Hein. Je vois énormément de films, je découvre beaucoup de choses, je rencontre énormément de gens. Vous y allez chaque année? Non, j'y suis allée, j'y vais quand je peux, en fait. C'est bien sûr si j'ai un film qui est là, j'y vais. Euh, et quand j'ai pas, il y a eu une année où je me suis offert une semaine à Cannes rien que pour voir des films, bon parce que c'était facile pour moi d'avoir l'accréditation. Et donc j'allais vraiment 8 heures, 10 heures, midi. Je crois que j'ai vu 18 films en 4 jours et puis je suis repartie. Ouais. Mais on les voit dans des Et conditions tellement magnifiques que je me sens tellement privilégiée que c'est un bonheur en fait. quel était le premier film, sélectionné que vous aviez monté? La vie sur terre. La vie sur terre, hein, c'est celui-là, hein, c'est bien ça, ouais. Ouais, ouais, la Donc vie sur terre, voilà, ça a été à la quinzaine. d'accord. Mm. Et puis la dernière question, alors la plus bateau possible, mais c'est, quel est pour vous le plus beau film du monde? Du monde. Enfin, pour vous, hein, pour vous, Oui, oui. Bah, je vais reciter ce que j'ai cité un peu tout à l'heure. Je vais citer le lauréat. d'accord, parfait. Eh bien, écoutez, Nadia, je vous remercie beaucoup pour cet Merci à entretien. vous. J'espère que ça vous a Je pense, oui, été que ça a utile. été très intéressant, j'espère. Enfin, je sais pas, les différents étudiants opinent du chef, verticalement. Oui, 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 Donc, c'était très voilà. intéressant. Merci beaucoup pour ce moment. Bon, Ben, désolé pour Marion. bon travail. Bon travail à vous. Et puis, lâchez rien. C'est difficile comme métier aussi. Je l'ai pas dit. Oui, c'est sûr. Mm. Merci Voilà. beaucoup, donc Nadia. Merci à Anaïs Gomez, Inès, Anaïs Saligné, Sarah, Marion, Elliot, et bien sûr à Grégory qui a organisé toute la technique. Merci et à À très vite vous. pour de Ouais. nouvelles rencontres. Merci. Mm. Merci Merci à beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.